Bonjour tout le monde, c'est Antoine. On est ici à l'aérodrome du Pointreau. On est avec... Jean-Marc Popper. Bonjour à toi. Merci, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Eh ben, c'est parti. Alors, moi, la première question qui me vient à l'esprit, tout de suite, c'est est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, même si tu as déjà commencé un petit peu, qu'est-ce que tu fais, et puis après, on va parler du reste, de tout ce qu'il y a, notamment de ce qu'il y a derrière nous aussi, et pourquoi on est ici, sur cet aérodrome. Très bien. Écoute, je suis président de l'association Aérodécouverte. Mon rôle et mon envie, c'est de faire découvrir à la fois la région et l'aéronautique, d'où le nom de l'association. Et on accueille aussi bien des personnes qui souhaitent voler pour leur plaisir que des personnes qui souhaitent apprendre à piloter. Voilà, donc on est une association, un club de pilotage et on travaille sur ce genre d'appareils, donc des ULM. D'accord. Comment ça se passe au niveau de l'aérodrome ici, déjà, pour vous, au niveau de l'association, combien vous avez d'appareils, et puis un petit peu l'historique de cet asso aussi. D'accord. Écoute, sur l'aérodrome, ça se passe très très bien. On a un aérodrome qui est très convivial, avec une mixité de trafic et d'activités entre l'hélico, l'avion, l'ULM, le modélisme. Enfin voilà, c'est très large et très riche, très accueillant. L'historique, et l'envie, l'idée de base, c'est en fait une activité grand public qui a demandé à se développer. À l'idée d'origine, c'était les baptêmes de l'air, les vols d'initiation. Et forcément, quand tu commences à voler, découvrir une région, ça te donne envie, pourquoi pas, de le faire également. Dans l'esprit des gens, souvent le pilotage est quelque chose de compliqué, de cher, d'inaccessible, enfin bon, la totale, alors que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Si on s'est intéressé à la partie ULM, c'est que c'est l'outil idéal pour apprendre à piloter très jeune, mais pas forcément une obligation d'être jeune. On a des élèves et des pratiquants de tous âges. Et l'objectif, c'est de rendre le pilotage à la fois attractif, efficace en termes de formation, donc au même standard que l'avion, mais avec des appareils qui coûtent moins cher en exploitation et donc forcément avec des contraintes qui sont moins faibles, moins fortes, qui nous permettent également d'arriver à des tarifs intéressants. Donc beaucoup moins cher qu'une formation avion standard. Et on est toujours là pour le plaisir du vol, la sécurité du vol, voilà, tous ces éléments. À la base, est-ce qu'il y avait une autre envie, ou c'est vraiment que la découverte en tant que telle, le fait de faire en sorte que tout le monde puisse découvrir ça? Alors, à l'origine, le pilotage est vécu comme quelque chose d'élitiste et passe par des structures traditionnelles qui ne sont pas forcément plus à même de s'orienter version vol-plaisir. Souvent, dans l'esprit de la plupart des gens, c'est derrière pour devenir pilote de ligne. Et le cursus de formation avion est très orienté dans ce sens-là. En ULM, on a en fait un esprit qui correspond aussi à un élément complémentaire, c'est le côté plaisir du vol, avec un renforcement des compétences en termes de pilotage sur ce qu'on appelle la maniabilité. Alors qu'actuellement, la formation avion est plus orientée du style tu seras pilote de ligne, mon fils, voilà, avec des critères de formation un peu différents. Donc il y a une complémentarité. On se rapproche beaucoup plus de ce qu'on fait par exemple en vol à voile au niveau des compétences de pilotage. Donc plus orienté, ce qu'on appelle la maniabilité, c'est finalement utiliser l'appareil finement en évolution et pas seulement pour aller d'un point A à un point B. Voilà, donc c'est complémentaire, il y a un besoin. Au même titre que sur l'aérodrome, on a également des gens qui apprennent à piloter en hélico. C'est un peu le même esprit, tout simplement. L'hélicoptère, c'est la récompense du pilote. On a des gens qui viennent vers l'hélicoptère après avoir fait de l'ULM, ou inversement, qui font de l'avion, de l'hélico, et qui viennent faire de l'ULM pour se compléter en termes de compétences. Donc combien est-ce que vous avez de machines? Et puis pour donner une ordre d'idée aux gens quand même, puisque c'est un coût ces machines, est-ce que ça coûte très cher? Et surtout en termes d'entretien, qu'est-ce que c'est et tout ça? Alors, le budget, on peut parler de deux budgets différents. Tu as le budget pour le brevet, pour la formation. Donc on tourne au prix d'un permis de conduire, sensiblement, pour quelqu'un, ce qu'on appelle en ab initio, quelqu'un qui n'a jamais appris à piloter.
on va rarement descendre en dessous des 15 heures de vol, donc on va avoir un budget qui va correspondre à environ 2000 à 2500 euros. C'est le minimum. Après, tout dépend du nombre d'heures de vol nécessaires pour un candidat précis. Ça dépend aussi de l'expérience de la personne sur des activités complémentaires. Par exemple, quelqu'un qui fait de la moto, c'est très propice à développer des compétences utilisables en pilotage avion ou ULM. Ensuite, les coûts machines. Il y a deux formules. On peut acheter un appareil, par exemple, de ce type-là ou de cette classe-là, puisque le marché est très orienté maintenant en machines rapides. Et ça va être des budgets qui sont lourds, on peut le dire clairement, et qui font qu'une structure qui souhaiterait s'équiper avec du matériel de toute dernière génération peut se retrouver avec des choses qui sont lourdes à gérer. Nous, on a pris le parti inverse, c'est d'avoir un mode de fonctionnement avec des appareils qui sont peut-être un petit peu plus anciens, mais complémentaires. Donc là, j'ai le Sting qui est la machine voyage, on a l'Albatros qui est un appareil de formation initiale, et ce sont des appareils qui sont complémentaires en termes de capacité, en termes d'utilisation, mais communs au niveau, avec un point commun au niveau visibilité à bord et plaisir du pilotage. On a des appareils avec des grandes bulles. L'objectif, c'est de voir le mieux possible quand on est en vol, profiter vraiment à la fois du paysage et pour la sécurité des vols, de bien voir dehors. 360 degrés, j'ai envie de dire. Quasiment. On a l'exemple. Maintenant, on pourrait plaisanter et dire que si jamais on voulait voir davantage, on pourrait se mettre sur la tranche pour regarder aussi, profiter sur le côté. Les coûts sur des gammes de machines de ce style-là, on oscille entre 15 et 50 000 euros. Voilà. Alors qu'un appareil neuf va plutôt monter dans le marché actuel entre 70 et 250 000 euros. Donc forcément, des structures qui vont faire un choix différent en travaillant avec des appareils neufs uniquement auront des coûts et des contraintes qui sont un peu différentes. Maintenant, au niveau maintenance, quel que soit l'âge et le profil d'utilisation de la machine, l'ULM a l'avantage de pouvoir être maintenu, suivi, entretenu par son utilisateur, sa structure, pour peu que la personne soit compétente. Donc ça, c'est autorisé, alors qu'en avion, il faut absolument être mécano-avion certifié pour pouvoir le faire. En gros, en formation, on t'interdit en avion de t'occuper ou de te concentrer sur la partie technique, parce que c'est pas ton métier. D'accord ? Et dans ces cas-là, il y a des notions qui sont moins bien maîtrisées. En ULM, on a pris le parti inverse. On donne la possibilité d'acquérir des connaissances, bien sûr en étant guidé et en faisant le nécessaire pour que ce soit fait à bon escient. On ne fait pas n'importe quoi et ça permet d'augmenter la compétence globale. En tant que pilote, tu sais aussi ce que tu as dans les mains et tu ne vas pas faire souffrir ton matériel inutilement. Alors justement par rapport à cette formation, tu as commencé à en parler un petit peu. Comment ça se passe ? Quelles sont les premières choses qu'on va apprendre petit à petit ? Si tu peux quand même donner quelque chose de assez simple, j'ai envie de dire, pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde comprenne bien les choses. Bien sûr, c'est très simple. On commence par faire un vol d'initiation donc qui permet de gérer l'appareil après le décollage, par exemple sur un tour de Cholet. On voit l'ensemble du déroulé d'un vol depuis la mise en œuvre, la communication, le vol, le retour, l'atterrissage. Et ensuite, au cours de la formation, on a un cursus de formation qui va permettre de reprendre morceau par morceau les différents éléments. Donc en gros, on apprend à gérer l'appareil en l'air. Ensuite, on s'occupe de ce qu'on appelle la circulation d'aérodrome ou en d'autres termes le tour de piste pour pouvoir enchaîner des décollages, des atterrissages, les étudier. Et ensuite, on vient compléter ces éléments par plusieurs aspects. La communication, la radio, qui sera un point commun avec tous les autres appareils, bien sûr. La maniabilité, donc on va aller chatouiller l'appareil un petit peu dans les recoins de ce qu'on appelle son domaine de vol, pour voir comment l'appareil se comporte en dehors d'une utilisation standard voyage, par exemple. Et on a toute la partie navigation. La navigation qui permet à la fois de travailler la lecture de cartes, se repérer dans un secteur qu'on connaît ou pas,
Donc on va chercher une aiguille dans un botte de foin, c'est le grand plaisir quand on commence à travailler en lecture de cartes. Et puis bien sûr d'aller se poser sur d'autres aérodromes, d'aller visiter, rendre visite à des amis sur d'autres terrains et pourquoi pas faire des vols à plusieurs avec plusieurs machines. Voilà. Oui, donc c'est assez complet en fait comme formation. Est-ce que tu nous parlais d'âge tout à l'heure? Il n'y a pas d'âge particulier pour commencer. Enfin, il doit y avoir une limite d'âge, je suppose. Et peut-être est-ce qu'on peut voler après jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge pour voler après dans le temps? Alors, l'âge minimum pour apprendre à piloter, il n'y en a pas réellement. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 10 ans, c'est surtout une question de morphologie. Il faut pouvoir atteindre le palonnier, il faut avoir une taille qui permette d'atteindre les commandes. Mais on a des enfants qui sont tout à fait capables de gérer l'appareil, même à partir de 6 ou 7 ans. On imagine que c'est complexe alors qu'en réalité, c'est pas plus compliqué que faire du vélo. Ça demande du bon sens, ça demande de l'anticipation, de la prise de décision. Et ça, c'est une super école de formation pour la maturité, entre autres, qu'on acquiert dans ces cas-là. Quand on veut apprendre à piloter pour passer son brevet, l'âge minimum pour le lâcher, pour le solo, c'est l'anniversaire des 15 ans. C'est-à-dire 15 ans révolus, on a le droit de partir seul à bord pour peu qu'on ait fait sa formation initiale auparavant. Et l'attribution, la délivrance du brevet se fait l'anniversaire, enfin l'année de ses 15 ans. Ça, c'est le minimum. Ensuite, concernant l'âge maximum, c'est une question surtout de décision du pilote. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a volé toute sa vie, que ce soit en avion, que ce soit en hélico ou en ULM, et qui à un moment se dit, voilà, maintenant c'est bon, je considère que j'ai fait le tour. J'ai au niveau physique éventuellement des contraintes qui viennent s'imposer à moi, hein, retour à la case réalité. Et dans ces cas-là, souvent, ce côté responsable de l'individu va dire, bon, bah, autant terminer dans de bonnes conditions. Ça ne sert à rien de vouloir voler en étant au bout du rouleau. Donc ce côté limite d'âge en ULM n'est pas imposé, mais c'est du bon sens, responsabilisation de chacun, contrairement à ce qui se passe en aéronautique classique certifiée, où par exemple pour les vols commerciaux, on a une limite d'âge. Le pilote va être parfaitement en ordre de marche, c'est le cas de le dire, mais arrive à la limite d'âge, il est obligé d'arrêter, alors il peut être en mesure de continuer à voler pendant encore pas mal d'années. Mais bon, il y a une contrainte différente, c'est que c'est des opérations en vol commercial. D'accord ? Donc on comprend bien que confier à un pilote 200 passagers n'est pas la même chose que de voler pour son propre plaisir en étant avec une personne ou deux au maximum avec elle. Ouais. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de l'avenir de Aéro Découverte maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les projets d'avenir de Aéro Découverte? Bien sûr. Les projets cette année, en priorité, c'est l'augmentation en fait bien sûr du nombre d'adhérents et des activités en termes d'heures de vol, mais également de sorties. Et on parlait des sorties interclubs tout à l'heure. L'idée principale, c'est de continuer à développer l'impact que l'on peut avoir auprès des usagers du terrain. Donc clairement, il y a une mixité. On fait voler non pas uniquement des pilotes ULM, mais des pilotes avions ou hélicos pour leur faire découvrir un élément complémentaire du pilotage qu'ils pratiquent eux-mêmes. Donc cette envie et ces actions sont orientées dans cette direction-là. Et puis augmenter aussi bien sûr l'impact et l'attractivité de l'aérodrome globalement. On n'est pas là que pour nous, on est là également pour faire connaître un aérodrome qui appartient au Choletais. Et c'est vraiment un des plus beaux aérodromes de la région et un des plus conviviaux. Pour nous, c'est absolument essentiel de faire connaître ces possibilités et d'accueillir, comme on le fait tous les jours, les riverains ou les usagers potentiels, donc des personnes qui sont dans la ville de Cholet ou aux alentours, mais qui peuvent venir de beaucoup plus loin, et leur faire découvrir leur aérodrome et le secteur qui s'y rattache, qui peut être très large, parce que quand vous partez avec une machine comme ça, 200 km/h, vous allez très vite et très loin.
Voilà, ce qui est... Question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est une question un peu tradition dans le Made in Cholet? Est-ce que tu peux qualifier en 3 mots aérodécouverte et puis après m'expliquer pourquoi ces mots? Je parlerai de plaisir, de convivialité et le côté humain. Voilà, plaisir du vol. Je pense que pour quelqu'un qui a envie d'aller un petit peu au-delà de son a priori, on est tout de suite derrière, on a le plaisir. La convivialité, je pense qu'on a tout dit à propos de l'aérodrome. On a une très belle plateforme, on a des gens qui sont tout à fait respectueux des riverains, quoi qu'en disent une ou deux personnes. Et ce côté convivial, il joue à fond quand on a des visiteurs qui viennent, souvent des jeunes enfants avec leurs parents. On est là pour eux, pour leur faire découvrir le domaine. Et puis le côté humain, forcément, que ce soit par l'accueil des stagiaires écoles, stage de 3e par exemple, quand vous avez une entreprise qui vous dit non, moi je prends pas de stagiaire, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Bon, je trouve ça très dommage. Nous au contraire, on a un grand plaisir, quelle que soit l'école d'origine de la personne et son niveau, de faire découvrir justement l'aéronautique par cet accueil, par cette ouverture. Et on a dans les différents hangars de l'aérodrome ce que j'appelle des cavernes d'Ali Baba, avec des richesses humaines absolument fantastiques, des personnages qui sont passionnés d'aéronautique, mais pas seulement. On a des gens qui font de la restauration d'avions, mais qui s'occupent aussi de voitures anciennes. On a des gens qui sont avec un profil. Alors, donc plaisir, convivialité, humain sont les 3 mots à retenir pour Aérodécouverte. Où est-ce qu'on peut retrouver Aérodécouverte? Sur Internet, sur les réseaux sociaux? Donc aérodécouverte.fr pour notre site Internet. Et ensuite, on a page Facebook, Instagram, également YouTube, donc par différents biais. Souvent des vidéos qui vont montrer comment se passent les formations, certaines phases de formation, les baptêmes. Et plus largement et de façon beaucoup plus complète les contenus des formations, la philosophie avec laquelle on travaille. Donc vraiment le site internet est le plus, à mon sens, le plus intéressant pour pouvoir voir un ensemble global. D'accord. Eh ben écoute, merci à toi de nous avoir reçus ici à l'aérodrome avec ce bel appareil juste derrière nous. Je te remercie. Merci d'être passé nous voir. Et puis à bientôt non pas sur les ondes, mais dans les airs. C'est ça, tout à fait. À très bientôt pour un nouveau Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye.